Il y a des histoires qui commencent dans un bureau climatisé avec des contrats bien propres et des signatures en bas de page. Et puis il y a celles qui démarrent dans une chambre rouge d'un bordel de Pigalle, avec un ambassadeur américain qui pensait juste passer une bonne soirée. Celle-là fait partie de la deuxième catégorie. On est en 1972. La France tourne encore avec ses beaux chiffres de croissance, mais dans les marges, il y a des types qui en ont marre de compter les centimes et les coups de matraque. Alors ils décident de frapper un grand coup. Ils se font appeler Nada. Ça sonne bien. Hein? Mais en espagnol, ça veut dire... Bah en fait, rien. Et rien, c'est exactement ce qu'il va rester quand la poussière retombera. Dans cet épisode, on va plonger dans le roman Coup de poing de Jean-Patrick Manchette. Un polar qui n'a pas peur de mettre les pieds dans la boue politique, de gratter les croûtes des illusions révolutionnaires et de montrer comment l'État sait être aussi expéditif qu'une rafale bien placée. Alors accroche-toi, parce qu'on va suivre cette bande disparate, leurs coups audacieux et la manière dont ils vont se faire rattraper par plus fort qu'eux et par leurs propres failles. Ici, pas de justicier, pas de bons sentiments, juste du sang, de la pluie et des pages qui claquent comme des menottes. Repérage. On n'enlève pas un ambassadeur pour rigoler, surtout pas quand il est américain et qu'il a le vice de fréquenter les mauvais quartiers. Bienvenue en 1972. Georges Pompidou est à l'Élysée, la croissance économique file encore bon train, mais le pays traîne une gueule de bois politique. Mai 68 s'est dissipé comme la fumée d'une clope mal tirée, et dans les marges, quelques irréductibles s'accrochent à l'idée que la révolution est encore possible. C'est là que Jean-Patrick Manchette dégaine Nada. Publié chez Gallimard dans la série noire, Nada n'est pas seulement un polar, c'est un diagnostic. Un cliché pris à bout portant de l'ultra-gauche française post-68arde et de la réponse impitoyable de l'État. Manchette, critique de cinéma reconverti en auteur, installe avec ce livre les bases solides du néo-polar. Sec, politique, ancré dans le réel. L'intrigue? Simple comme un plan de table en comité restreint. Un groupe d'ultra-gauche surnommé Nada enlève l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Le lieu du guet-apens n'est pas choisi au hasard. Un bordel de Pigalle, discret, où l'on peut piéger la cible loin des regards officiels. Derrière ce choix, il y a une logique stratégique, pas une improvisation de dernière minute. En face, la machine policière ne tergiverse pas. On charge l'inspecteur Goémon, un dur de la brigade criminelle, de retrouver l'otage. Et Goémon, quand il a une mission, il ne perd pas de temps en paperasse. Il frappe, et il frappe fort. Ce que Manchette nous tend, c'est une histoire sans héros. Pas de détective solitaire au grand cœur, pas de justicier masqué. Juste des individus cabossés par leurs convictions, leurs failles, et une époque qui n'a plus de place pour les illusions durables. Dans ce monde-là, chaque balle est un communiqué politique, et chaque arrestation, un message. La bande de Nada était minable, mais elle croyait encore à quelque chose. Le monde autour d'elle? Non. Voilà le décor. Une France qui se veut moderne mais qui porte encore sur la nuque le poids des vieux réflexes. Un groupe qui pense secouer le système avec un coup d'éclat. Et un écrivain qui ne raconte pas une histoire pour distraire mais pour disséquer. Filature. Dans Nada, les personnages se déplacent comme des silhouettes collées à leurs propres ombres. Manchette les suit de près, et moi aussi. Pas pour les coincer, mais pour comprendre comment chacun s'est retrouvé embarqué dans un coup pareil. Buenaventura Díaz, vétéran anarchiste espagnol, est le vieux routier de la bande. Il a connu la guerre civile, les défaites et l'exil. Ce qui lui reste, c'est un mélange de loyauté et de fatalisme. Il n'attend plus la victoire, juste le droit de continuer la lutte même si elle ne mène nulle part. Chaque geste de Díaz sent le tabac froid, la mémoire des défaites et la résignation qu'on maquille en courage. Véronica, l'institutrice, a troqué le tableau noir contre un pistolet. Elle porte encore dans la voix la douceur d'une salle de classe, mais ses idées sont trempées dans l'acier. Chez elle, le militantisme a encore un parfum de romantisme, comme si les balles pouvaient écrire la suite d'un manifeste.
Manchette la montre à la fois déterminée et vulnérable, prise entre ses convictions et la brutalité du réel. Trefet, l'ouvrier syndicaliste, a le corps marqué par les années de grève et d'usine. Il ne cite pas Marx ou Bakounine. Il serre les poings et avance. Son engagement tient moins de l'idéologie pure que de l'instinct de révolte. Chez lui, les mots sont rares et pesants. Meyer, médecin alcoolique et sympathisant d'extrême gauche, est la pièce bancale du puzzle. Intelligent, cultivé mais fragile, il croit à la cause autant qu'à ses illusions personnelles. Sa compétence médicale le rend utile au groupe, mais son instabilité est une faille. Manchette le peint comme un maillon qui peut céder à tout moment. Et puis, en face, il y a Goémon, inspecteur à la brigade criminelle. Pas un stratège raffiné, un flic de terrain, expéditif, qui considère les membres de Nada comme une infection à éradiquer. Pour lui, l'affaire n'est pas politique. C'est une question d'efficacité. La violence est son langage professionnel et il le parle couramment. Goémon ne haïssait pas les hommes de Nada. Il n'en avait pas besoin. Les tuer suffisait. Ces trajectoires se croisent dans un ballet, où chacun avance en pensant maîtriser sa route. Mais en les suivant, on sent que tous marchent vers un même point. Une fin brutale. Manchette colle au plus près de ses personnages, dans les bars miteux, les chambres d'hôtel où la moquette sent le renfermer, et les rues mouillées où chaque pas peut être le dernier. La filature n'est pas seulement physique, elle est morale. On suit les idéaux qui s'effritent, la peur qui monte, la conviction qui s'effondre. Et au bout, il y a la certitude que, dans Nada, suivre quelqu'un, c'est le regarder courir droit dans le mur. Interrogatoire. Chez Manchette, les dialogues ne remplissent pas l'air. Ils le tranchent. Chaque mot est un outil, chaque silence une gifle invisible. Dans Nada, l'interrogatoire est partout dans les commissariats, dans les planques, mais aussi dans les conversations entre complices où on se jauge autant qu'on s'informe. Buenaventura Diaz répond comme un vétéran qui a trop vu. Sec, précis, sans détour. Ses phrases sont aussi droites que ses illusions sont mortes. Quand on lui demande pourquoi il continue, il lâche ce genre de vérité désabusée. Les guerres qu'on perd sont celles qu'on ne mène pas. Pas une déclaration de victoire, juste une façon de se tenir debout alors que le sol se dérobe. Véronica, l'institutrice armée, parle avec une conviction qui frôle la ferveur. Elle cite, elle affirme, elle croit encore qu'un geste armé peut porter un message clair. Mais Manchette lui glisse des micro-fissures. Un doute dans les yeux, un mot hésitant, comme si elle savait déjà que la cause est perdue mais refusait de l'admettre. Trefet l'ouvrier parle peu. Quand il ouvre la bouche, c'est pour asséner une vérité brute. Parler, c'est bon pour ceux qui ont peur d'agir. Pour lui, les discussions interminables sont une perte de temps. Sa réponse à un interrogatoire, c'est l'action, même si elle est vouée à l'échec. Meyer, médecin alcoolique, se perd dans ses mots. Il théorise, digresse, convoque Marx et Lénine comme si les citations pouvaient justifier l'absurde. Il croit éclairer la pièce, mais il ne fait que montrer ses failles, l'instabilité, la confusion, l'incapacité à trancher. En face, Goémon ne perd pas son temps. Inspecteur de la crime, il interroge comme il frappe, direct, efficace, sans chercher à comprendre plus que nécessaire. Une question bien placée vaut mieux qu'un sermon. Vous saviez qu'il y aurait des morts. Alors pourquoi? Pas besoin de hausser la voix. La menace est dans la neutralité. Chez Manchette, l'interrogatoire n'est pas seulement une méthode policière, c'est un mode de relation. On se sonde, on se teste, on tente de deviner si l'autre tiendra le coup ou craquera. Et souvent, ce sont les silences qui disent tout. Dans Nada, parler est dangereux. Se taire l'est tout autant. Reconstitution. Remettre l'affaire Nada dans l'ordre, c'est comme assembler un puzzle où chaque pièce porte encore l'odeur de la poudre et de la peur. Manchette ne s'embarrasse pas de transitions molles. Chaque séquence est un coup sec dans la mécanique. 1. La préparation. Le groupe Nada n'est pas né autour d'une bière dans un troquet de quartier. C'est un assemblage de militants d'ultra-gauche au parcours varié. Diaz, Véronica, Trefet, Meyer.
tous persuadés qu'un acte fort réveillera la conscience politique. Leur cible, l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Le choix du lieu n'est pas le fruit du hasard. Un bordel de Pigalle, discret, hors du circuit officiel, parfait pour isoler la victime. L'opération est planifiée, mais avec les moyens du bord et la fragilité humaine qui s'invite toujours. 2. L'enlèvement. Le soir venu, le plan se déroule comme prévu, jusqu'à ce qu'il dérape. Bruit, gestes précipités, imprévus, la mécanique bien huilée se grippe. Les dialogues sont rares, remplacés par les ordres secs et les bruits d'armes. On capture l'ambassadeur, mais déjà, le sable coule dans le sablier. 3. La fuite. L'otage sous contrôle, la bande se replie vers un refuge à la campagne. Pas de plan de repli digne d'un manuel militaire, juste une planque qui se voulait sûre. Mais à Paris, Goémon et ses hommes serrent la vis. Les filatures, les filages de planques, les interrogatoires discrets, la traque prend une allure de chasse méthodique. 4. L'étau. Pendant que la police resserre la nasse, le groupe Nada se fissure. Les idéologies s'entrechoquent, les nerfs craquent. Véronica tient à garder l'otage en vie pour faire passer le message. Truffet commence à parler de lâcher prise. Meyer se noie dans ses hésitations et l'alcool. Diaz, lui, voit clair. Le mur approche. 5. L'assaut. L'opération policière finale est un marteau-pilon. Pas de sommation inutile, pas de négociation. Goémon applique une méthode simple, neutralisée par la force maximale. Les rafales claquent, les corps tombent. Manchette ne filme pas un combat, il filme une exécution. L'otage est récupéré, la mission est, sur le papier, un succès. Mais c'est une victoire qui pue la poudre et la bavure. 6. Le bilan. Quand la fumée se dissipe, il reste des morts, des blessés et une cause réduite en miettes. Pas de procès retentissant, pas de tribune politique, juste un fait divers classé. L'État a montré qu'il savait frapper. Le groupe a prouvé que la violence improvisée mène au désastre. Manchette, lui, laisse la porte entr'ouverte pour que le lecteur voie la scène finale. Un silence lourd et la pluie qui continue de tomber. Bouclage. Quand on referme Nada, ce qu'on garde en travers de la gorge, ce n'est pas l'odeur de la poudre, c'est celle du vide. Pas le vide des pages, mais celui qui reste quand tout est fini et que personne n'a vraiment gagné. Manchette n'offre pas de héros, pas de morale rassurante. Il nous met sous les yeux deux machines. L'une, bricolée et rouillée, la bande Nada. L'autre, huilée et impitoyable, l'appareil d'État. Et il montre comment l'affrontement entre les deux ne peut finir qu'avec des cadavres, un communiqué officiel et une cause enterrée dans un tiroir d'archives. Les membres de Nada ne sont pas seulement vaincus par la police. Ils le sont aussi par leurs propres failles, désunion, naïveté, fatigue militante. En face, Goémon et ses hommes ne sont pas montrés comme des monstres isolés, mais comme les rouages froids d'un système qui s'est frappé vite et fort. Manchette n'absout personne, il accuse tout le monde. Le bruit des rafales s'était tu. On n'entendait plus que la pluie et l'ambulance qu'on appelait pour les vainqueurs. Ce roman, publié en 1972, a fixé noir sur blanc ce que deviendrait le néo-polar. Un polar social, politique, collé au réel, qui refuse le romantisme criminel. Après Nada, on ne pouvait plus écrire un polar français comme avant. Fini les détectives élégants ou les gangsters flamboyants. Place à la vérité crue, à la faillite humaine et au mur gris des commissariats. Ce que Nada nous dit, c'est que les idéaux meurent plus vite que les hommes et que parfois, la seule victoire, c'est de rester debout assez longtemps pour voir comment tout s'effondre. C'est un livre qui ne se contente pas de raconter. Il autopsie, il diagnostique, et il vous laisse avec une cicatrice. Et pour moi, Mike Rétro, la leçon est simple. La politique armée sans discipline, c'est un suicide à retardement. Et la répression, elle, n'attend pas de retard. Et toi, auditeur, t'en as déjà vu des causes qui se proclament invincibles et qui finissent en note de bas de page? Parce que Nada, c'est ça. Pas juste un roman, mais un avertissement.
Conclusion. Voilà, l'affaire est classée. Dans les journaux, elle tiendra en quelques colonnes, coincée entre les résultats du foot et les promotions de supermarché. Mais dans les têtes, elle continuera de tourner, comme un mauvais vin qu'on a bu trop vite. Nada, c'est pas juste un polar. C'est un miroir tendu à une époque où les grandes idées avaient encore des dents, mais plus assez de souffle pour mordre. Manchette ne distribue pas les bons et les méchants. Il montre juste comment la machine broie tout, les rêveurs, les flics, les causes, les corps. Et au fond, c'est peut-être ça le plus dur à encaisser, l'impression que tout ça était écrit d'avance. Que le bordel de Pigalle n'était pas le début d'un soulèvement, mais la première case d'un parcours balisé vers la morgue. Alors, la prochaine fois qu'on te parle de révolte éclatante, pense à Nada. Et demande-toi si tu veux finir dans un communiqué officiel ou dans un cimetière sans fleurs. C'était Mike Rétro pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode.